Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous sur TF1, document inédit avec un reportage exceptionnel qui sera diffusé en 2 parties ce soir et la semaine prochaine. Vous allez découvrir le quotidien du docteur Christian Raftopoulos. Il est le chef d'un service de neurochirurgie. C'est une star mondiale de la profession et il a accepté de laisser entrer les caméras dans son hôpital pendant près d'1 an. Sa spécialité, elle nécessite les technologies les plus avancées. Elle demande aussi des mains sûres, expertes, pour opérer des zones aussi sensibles que le cerveau ou la moelle épinière, dans des trous larges parfois de seulement quelques millimètres. Vous allez voir comment ce médecin hors du commun suit ses patients, Silla, Dominique, Juliana et les autres, depuis la consultation jusqu'à l'opération. Vous allez voir surtout comment aujourd'hui on peut guérir des maladies particulièrement graves ou au moins améliorer le quotidien de certains malades, même si tout naturellement n'est pas possible et que des drames interviennent aussi parfois. Voici document inédit, Dr Rafto. Nous avons tous franchi les portes d'un hôpital. Au détour d'un couloir, nous y avons croisé la vie ou la mort. Croisé aussi le regard de ceux qui luttent pour gagner du temps. Pour cela, leur médecin n'est plus un homme, mais presque un demi-dieu qui repousse les limites de la douleur et les sauve parfois de la mort. Le docteur Christian Raftopoulos dirige le service de neurochirurgie aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Il est adulé par ses patients. Pour le moment, c'est très bien, c'est un miracle de Dieu. Mais en salle d'opération, le chirurgien fait parfois trembler ses assistants. On s'arrête ici, hein. On ferme tout et on rentre. Je peux avoir mon clovis Vincent ou pas? Allez, donnez-moi une autre lame alors. C'est moi qui suis pressé ou les choses sont plus lentes aujourd'hui? Anévrisme, tumeur au cerveau ou hernie discale, le docteur Rafto œuvre au millimètre près dans un cerveau ou une moelle épinière. Un travail d'orfèvre, une prise de risque calculée pour sauver des vies. Dans quelques jours, Carmen entre à l'hôpital pour une lourde opération crânienne. Il va me manquer. Ah, mais elle ne va pas partir, hein. La petite Silla, elle, est sourde et muette de naissance. Le docteur Rafto va tenter une première pour un enfant aussi jeune, placer une électrode dans son cerveau pour que Silla puisse peut-être entendre. Et vous, quand vous dites que vous avez fait ça plusieurs fois, même si c'est pas toujours des enfants, ils ont tous réussi, hein. Il n'y a pas eu de décès, il n'y a pas eu de... Pas encore. Dans quelques jours, Jessica doit se faire enlever 3 tumeurs situées sur la moelle épinière. Une opération forcément à haut risque. Ma mère, pourquoi moi, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça, quoi? Vous savez, quand on part dans une salle d'opération, on ne sait jamais non plus si on va revenir. Vendredi matin, c'est le jour des consultations. Dans les couloirs, les assistants préparent les entretiens. Il y a 1 an, la petite Gabrielle a été opérée d'une tumeur au cerveau, mais le risque de récidive est toujours présent. Le PET scan de janvier montre que c'est hypoactif. Alors, on en avait déjà discuté, hein, étant donné la localisation. Le but dans ces lésions, soit on peut faire une XRS complète, sans dégâts, soit on les surveille. Ici, on ne peut pas faire, à mon avis, d'XRS complète sans dégâts, donc mieux vaut attendre. Donc, même si la tumeur est froide maintenant, elle peut se réactiver. Malheureusement, oui. Ouais. Et le risque est de qu'elle s'active, qu'elle serait élevée. Surtout à son âge, je veux dire, parce que si c'était à 50 ans, bah, théoriquement, entre 5 et 15 ans qui suivent, on doit s'attendre, je dirais même 3 à 15 ans, dans cet intervalle de temps. Hein, Gabriel? Et à ce moment-là, qui sait comment le monde sera, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je reste toujours extrêmement, tant que l'enfant est comme ça et qu'il est entouré par vous, restons positifs. Hein. Bon, c'est une nouvelle, une nouvelle qu'on n'avait pas encore entendue, faudra le digérer aussi, quoi. Donc on s'attend quand même entre 3 et 15 ans. Chaque fois que vous me posez une question, j'essaie d'être le plus proche de la vérité. Ah oui, mais il faut aussi...
Pour nous, c'est important. Il faut psychologiquement aussi préparer, quoi. Ok. Merci beaucoup, en tout cas. Attendez-moi, je vous en prie. Merci. Salut toi. Salut toi. Visite de contrôle aussi pour Françoise. Mais cette fois, les nouvelles ont une meilleure saveur. Super sympa. Oui, vraiment, parce Alors, que on va les ouvrir. je suis ressuscitée. Ressuscité. Ah oui, oui. Eh bien, J'étais toujours fatiguée et Ouais. puis... ça va de mieux en mieux. oui, ça va très bien, vraiment. Formidable. Et en plus, vous pensez à nous. Oui, merci docteur. Ah, vous avez aussi un point faible quand même. J'ai pas de mots, je retrouve la vie vraiment. J'étais toujours fatiguée avant et puis maintenant c'est formidable, quoi. Vous voyez donc la différence, hein. Vous avez une très volumineuse tumeur, Oui. très importante, et maintenant vous êtes ici. C'est combien de temps après l'opération, ça? C'était le 1er juillet, donc ça fait 3 mois. Ça fait 3 petits mois. Et votre cerveau est en train de reprendre la place qu'il avait perdue. Ah oui. La seule chose, c'est qu'il faut vous surveiller une fois par an. Oui, Et donc maintenant, vous allez devoir me voir ou un membre de mon équipe une fois par an. ça va bien. Vous n'êtes pas obligé d'amener des pralines à chaque fois. Hein. Ok? Merci Allez, docteur. avec plaisir, madame. Au revoir. Au revoir docteur. Merci. La salle d'attente des consultations est l'antichambre du bonheur ou du malheur. Des patients attendent un diagnostic. Des parents espèrent pour leur enfant. La petite Scylla est atteinte du syndrome de Charge, une maladie génétique rare qui combine plusieurs déficiences. Anomalie du comportement, retard de croissance, atrophie des muscles de l'audition. Scylla ne parle pas, n'entend pas. La pose d'une électrode sur son tronc cérébral est le seul espoir pour qu'elle puisse enfin communiquer. Bonjour monsieur. On ne se connaît pas encore, hein? Non, pas encore. Allez, toi. Alors, ah oui, mais donc c'est... Petit patient. Oui, donc 3 ans. Petite patiente. 3 ans, 7 mois. Donc un syndrome de Charge, là, comme je vous disais. Donc, le principe, ça va être que je vais passer ici derrière la mastoïde, droite ou gauche, pour aller glisser une microélectrode à la surface de la face. Le tronc cérébral, c'est comme un tronc d'arbre, hein, et le cerveau, c'est comme tout le feuillage. Donc on va aller glisser entre le cervelet et le tronc une petite électrode. Ce n'est pas la première fois que je vais faire ça, c'est certainement pas ce qu'il y a de plus difficile. L'important, c'est de pouvoir bien trouver l'endroit où mettre l'électrode et que l'électrode ne bouge pas après. Donc il faut trouver l'endroit et essayer de bien la stabiliser. Et vous, quand vous dites que vous avez fait ça plusieurs fois, même si c'est pas toujours des enfants, ils ont tous réussi, hein? Il n'y a pas eu de décès, il n'y a pas eu de... Pas encore. Et je dis, au moment où je place l'électrode, si elle n'est pas bien placée, les gens me le disent, je la déplace et on la laisse là où les gens disent, oui, là c'est bien. Il y a des enfants qui parlent ou... Ben, des enfants, ce sera le premier que j'opère. Mais je veux dire, pris très tôt, on a des choses... Le cerveau s'adapte, parce que finalement l'électrode, par rapport au cerveau, c'est très simple quelque part. Si ça se passe vraiment bien, avec la chance, elle pourrait pas faire. Ouais, il faut toujours être positif, mais il faut être prêt à tout, c'est-à-dire avoir le meilleur des résultats, mais aussi le moins bon des résultats. Hein. Allez, bonne chance, hein. On va se revoir de toute façon. Hein. Monsieur, madame. Quand elle sort, moi je peux aller à côté. Hein. Direct, une fois qu'elle sort de l'opération, moi je peux aller à côté directement. Une question, on s'organise, c'est pas un souci, ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Les craintes, c'est au début qu'on les avait. Et quand les autres parents ont refusé, on s'est dit pourquoi ils ont refusé. Et puis pour finir, non, de toute manière, on n'a pas d'autre choix. Hein. C'est ça ou rien. Jessica souffre d'une maladie rare. Elle est atteinte du syndrome de von Hippel-Lindau, un gène déficient qui facilite la propagation de tumeurs. Lors de ma première intervention, je me suis réveillée dans une chambre aux urgences où mon papa était là. Je lui ai demandé pourquoi je me retrouvais là. Et il m'a dit, bien écoute, voilà, on a trouvé ce qui te provoquait les maux de tête, tu as une tumeur au cerveau. Et je lui ai demandé tout simplement si j'allais mourir. Il m'a répondu qu'on ne savait pas. Jessica est une survivante. Elle a déjà vaincu une dizaine de tumeurs. La première opération, c'était en 95, donc j'avais 14 ans.
Donc c'était une première découverte de tumeur au cerveau. Après j'en ai subi 2 autres au niveau des yeux. Et puis on a découvert une tumeur sur le rein qui était cancéreuse. On a dû retirer la moitié. Cette année-là, encore une fois, j'ai pas eu de chance. Ça s'est redéveloppé dans les yeux. Donc j'ai perdu la vue quelque temps. Mais... Puis l'opération du cerveau de 2009, de 3 tumeurs au cerveau. Et encore en 2009, encore une intervention d'ophtalmo, toujours à cause de cette tumeur qui me pourrissent la vie. Et maintenant, ben voilà, dans la colonne. La jeune femme est maman d'un petit garçon né d'une première relation. Une vie au rythme des séjours en clinique et des opérations. Un combat qu'elle mène maintenant avec Cédric à ses côtés. Je tombe amoureux de Jessica, quoi. Tu peux le dire. Et elle aussi, directement, elle m'a dit qu'elle avait une maladie, quoi. Une maladie rare, grave, etc. Elle m'a dit d'arrêter de m'intéresser à elle, en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça change, quoi, finalement? Ça change rien, quoi. Et donc voilà, je lui ai dit, voilà, parce qu'elle voulait que je dégage, quoi, entre guillemets. Et puis voilà, 3 ans et demi après, voilà, toujours là, quoi. Et je ne regrette pas, loin de là, que du contraire. Que du contraire. J'ai jamais admis que mon papa dans mon combat. C'était la seule personne qui pouvait me tenir par les cheveux et me dire « Jess, on y va, on se bat ». Et j'ai jamais pensé trouver quelqu'un à la hauteur de lui. Maintenant, j'en ai 2. Et c'est vrai que j'ai plus envie qu'il dégage, maintenant j'en ai besoin. Car Jessica va subir une nouvelle intervention. Cette fois-ci, 3 autres tumeurs se sont nichées sur sa moelle épinière. L'opération doit se faire rapidement, mais elle comporte un risque de paralysie. Je vis ça comme une injustice, quoi. Il y a des jours où on se dit, mais merde, pourquoi moi, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça, quoi? Parce que finalement, ça... Le moment le plus dur, c'est quand à 5h30 du matin, l'infirmière rentre dans la chambre et elle dit, maintenant, ça y est, quoi. C'est à ce moment-là qu'on se dit, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte réellement que le lit s'en va et qu'on se dit que Jessica part et qu'on se dit, voilà, peut-être que je la reverrai pas, peut-être que je la reverrai pas entière. À l'hôpital, le docteur Rafto rencontre les opérés du lendemain. Pour certains d'entre eux, il faudra payer un prix fort pour garder la vie. Très stressé, hein, monsieur Lurs. Je peux comprendre, hein, je serais aussi à sa place. Vous savez que votre lésion est assez étendue, hein, dans votre hémisphère droit. D'accord? Elle occupe pratiquement 2/3 de l'hémisphère. Il y a 2 façons de procéder. La première façon, ce serait de dire on enlève la partie la plus chaude. C'est la partie qui prend le contraste. Enlever cette partie, c'est donc enlever la partie où se multiplient le plus les cellules. En faisant cette technique, l'avantage, c'est que vous aurez un minimum de déficit post-opératoire. La deuxième technique, la deuxième stratégie plutôt, c'est de dire non seulement j'enlève la partie où on sait que les cellules se multiplient le plus, mais on enlève là où la résonance montre qu'il y a des cellules qui sont présentes. Mais le patient paye un prix. Vous aurez à coup sûr une hémianopsie. C'est-à-dire qu'à droite, vous ne pourrez plus voir la moitié gauche de votre champ. Donc les gens corrigent, bien entendu. Pas facile. Une situation, bien entendu, pas facile. Mais je crois que la qualité de vie, c'est très important. Hein. Donc moi, je vous proposerais de faire l'exérèse du noyau chaud et d'un peu plus. Et de m'arrêter dès que ça devient vraiment compliqué et que... Parce que rien n'empêche de refaire. Peut-être que si vous êtes tranquille pendant quelques années, peut-être que dans quelques années, on aura une autre façon de soigner ce qui va recommencer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, ce que je vous propose, c'est de la stratégie, c'est de faire ce que je me ferai à moi-même, si finalement, je veux dire. Ok. On fait comme ça? Allez. Courage, hein, parce que c'est stressant tout ça, bien entendu. Hein.
Mais de toute façon, vous avez un petit médicament avant de vous endormir pour être le plus cool possible. Donc là, c'est 5 heures, c'est ça? Oui, à peu près. Ça peut être 6, ça peut être 4,5. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est que j'enlève le maximum et que vous soyez le mieux possible après. Chaque jour sa peine. Hein. On croise les doigts. Hein. Ça va? Allez, à demain. Hein. Alors, ensuite. Alors, comment ça va ici? Bonjour, docteur. Ici, vous avez un beau peignoir, là, hein? Ça fait partie de mon métier parce que j'étais esthéticienne d'Alta. Ah, voilà. Alors, voilà, on n'oublie pas absolument, d'être élégante. tout ce que... Tout va bien, sinon? Tout va bien. Bien, écoutez, docteur, la joie la plus grande que moi j'ai eue, c'est de vous rencontrer parce que ça faisait 1 an et demi, presque, que j'avais mal. Et j'ai vu pas mal de docteurs. Et à un certain moment, on m'a dit, mais à Saint-Luc, il y a un docteur qui s'appelle... Comment je m'appelle? Moi, je ne le dis pas, je n'ose pas. Ah, vous êtes prudente, parce que votre mari est moins prudent que vous. Je m'attendais à Oui, on m'avait parlé de vous, et je me suis dit... ce docteur doit être phénoménal, il doit être extraordinaire. Vous n'allez pas faire trop de compliments quand même. Non. Alors moi, ce dont je suis heureux surtout, c'est que vous savez que vous étiez un cas un peu particulier. Je comprends que ce soit difficile de prendre la décision, mais qu'à l'opération, j'ai vu qu'il y avait vraiment quelque chose d'important. Et je comprends votre souffrance beaucoup mieux maintenant après ce que j'ai vu en vous opérant. Allez, bonne soirée à tous les deux. Hein. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. À la maison, Sila, insouciante, joue avec ses parents. La pose de l'électrode sur son cerveau est prévue dans 2 jours. Zeynep et Murat ont l'espoir de pouvoir enfin communiquer avec cet enfant, enfermé dans un autre monde. Il y a des moments où on délirait parce qu'elle voulait quelque chose et on ne savait pas quoi. Elle voulait faire quelque chose, on ne savait pas quoi. Et après, elle commençait à faire des crises de nerfs. Elle commençait à se lancer parce qu'on ne comprenait pas. Sila est née dans des conditions difficiles. À la naissance, je ne pensais pas qu'elle allait survivre. Elle était très petite et il y a le cordon ombilical qui l'avait étouffée. Elle avait du mal à respirer, elle était noire, presque, elle était mauve. Après 2-3 jours, elle est descendue jusqu'à 1,6 kg, enfin elle est descendue très très bas. Et puis une fois qu'on a su qu'elle était sourde, ils nous ont dit qu'il faut obligé passer par un neurochirurgien parce qu'à part ça, il n'y a pas grand chose. Et la laisser comme ça, on ne veut pas la laisser comme ça. Non, on ne veut pas que quand elle sera une grande fille et tout, elle va, bien sûr qu'elle va nous demander, oh, il y avait une opération comme ça, pourquoi vous n'avez pas fait pour moi? Enfin, pour moi, elle est parfaite telle qu'elle est. C'est la mienne, j'en ai qu'une. Le docteur Raftopoulos va-t-il réussir à poser pour la première fois une électrode sur le tronc cervical d'un enfant aussi jeune? À Saint-Luc, la nuit touche à sa fin. C'est au petit matin que l'on réveille les patients avant de les conduire à la salle d'opération. Tout est calme. Cédric a veillé toute la nuit sur Jessica. Elle a un peu dormi, on se tient la main simplement et il n'y a rien à dire. De toute façon, dans ces moments-là, il n'y a pas besoin de dire de mots, quoi. Enfin, ça passe tout seul, quoi. Au moment où elle part, bon ben, faut évacuer, quoi. Faut être de nouveau fort après, parce qu'après il y a encore besoin de beaucoup de force, quoi. Ouais, on n'est jamais prêt, jamais. Je craque jamais devant elle, jamais. C'est important.
peut se permettre de craquer en dehors, mais pas... Vous savez, elle a déjà du mal à tenir, donc si les piliers qu'elle a s'écroulent, qu'est-ce que vous voulez qu'elle soit forte, quoi? C'est impossible, quoi. Donc ici, on va enlever 3 lésions intramédulaires à 3 niveaux différents. Hein. Donc c'est vraiment... Et la patiente qui me dit, mais pourquoi est-ce que vous allez enlever 3 mètres? Parce qu'un, on vous l'a dit, vous avez accepté, et 2, c'est pour vous éviter 3 opérations différentes quand même. Allez, c'est parti. Ok. Une cour d'école où les enfants s'amusent, mais une école pas comme les autres. Certains ont besoin d'une canne, d'autres d'une chaise roulante. Ici, l'accueil est adapté à leurs différences. Une école qui doit aider Scylla à grandir. Scylla, c'est une petite fille très différente des autres enfants qui sont dans ma classe parce qu'elle n'a aucun moyen de communication. Quand elle a envie de quelque chose, elle vient chercher ma main et elle me montre ce qu'elle a envie, mais on n'a pas encore de langue des signes, donc on n'a pas de communication parce qu'elle a encore un regard fuyant. Bon, elle n'est pas comme les autres, mais bon. Je me dis que peut-être son regard fuyant, pour l'instant, c'est parce qu'elle est dans le monde du silence total et que forcément, quand on n'entend rien, on est forcément un peu dans sa bulle. Ça m'inquiète beaucoup parce que c'est une opération que je connais pas du tout. On va vers l'inconnu et oui, ça me fait peur. Ça me fait peur de me dire s'il arrive quelque chose, je sais pas comment je vais gérer, quoi. Dans le bloc opératoire, le docteur Rafto opère Jessica. L'intervention est particulièrement délicate, tant les 3 tumeurs sont difficiles à atteindre. Alors, à moi, l'épinière, c'est très petit. Et finalement, ça correspond un peu à votre auriculaire. Hein. Le neurochirurgien a atteint la moelle épinière. La première tumeur est enfin visible. L'opération va durer plus de 6 heures. C'est le cœur gros que les parents de Scylla arrivent à l'hôpital. Leur petite fille va partir immédiatement pour le bloc. Dans la salle d'opération, chaque détail est préparé avec minutie. Le docteur Rafto est absent pour la première partie de l'intervention. On vient simplement de faire une petite niche osseuse pour pouvoir placer l'implant, qu'il ait une certaine stabilité, c'est-à-dire qu'il ne descende pas. On va avoir l'implant sur table. Il est rentré avec elle pour l'anesthésie et puis depuis on l'a plus vu. C'est à 7h30 qu'on l'avait la dernière fois. Et oui, on était stressés. Mais ça fait quand même quelques jours qu'on est déjà stressés. Hein. C'est pas nouveau, mais bon. On attend la fin pour se calmer. Il y a encore 6 heures, au minimum. Si on la perd ou si ça arrive quelque chose, ça me fait peur.
Ça va pas. Non, pas du tout. On attend. Tant que ça se terminera pas, ça ira pas. Quelques mètres plus loin, Cédric attend le retour de Jessica. En salle d'opération, une première tumeur a déjà été extraite. Et voilà, et de one. Je serais très heureux que ça puisse s'arrêter ici. Malheureusement, il y en a encore deux. La deuxième tumeur est extraite, puis la troisième. Ça s'est très bien passé. Et je crois qu'elle doit avoir elle va avoir des petits signes post-opératoires, mais à mon avis, en quelques semaines, ça va être nettoyé. A priori, il n'y a pas d'incident et elle doit, dans 3 mois, marcher comme elle marchait avant, avec 3 hémangioblastomes en moins. Le neurochirurgien enchaîne fréquemment 2 actes chirurgicaux très lourds. Après Jessica, Christian Rafteau revient vers la petite Scylla. Il faut maintenant placer l'électrode au bon endroit. Les assistants ont terminé le travail préparatoire. Ils font part des difficultés qu'ils ont rencontrées. L'électrode, c'est la même que j'ai mise chez le dernier adulte. Hein. Donc ici, il faut absolument que j'ouvre ce point gorgien. Arroser, s'il vous plaît. Feu en même temps, si c'est possible. Tiens, ceci. Chaque approximation, chaque hésitation est sanctionnée d'une remarque. Faut se réveiller un peu là. Hein. Comment ça tout se sent ici? C'est compliqué de arroser dans un trou quand même. Descends-le, descends-le. Moi, je vois que dalle. C'est dommage que tu vois que dalle. Allez, coupe la moitié de ce truc. C'est fait? Couper la moitié? Mais oui, je vais vous donner un petit coup. Oh là là là, pourquoi tu fais pas ce que je te demande? Comme ça? Et je ne vois pas, Fifi. Allez, vas-y. Là. Maintenant, je vois. Ouais. C'est la bonne. C'est le moment crucial. L'électrode doit être posée au millimètre près pour que Scylla puisse entendre. Il y a beaucoup de contraintes. Hein. Je n'aime pas trop ça. L'équipe effectue immédiatement un test de stimulation. La centrale stimule, donc déjà au bon endroit. Il faudra peut-être un tout petit peu décaler vers la Il y a des chances, effectivement, de fonctionner comme on l'espère. L'euro million. C'est l'euro million. L'intervention est un succès. Au moins 15 des 22 points de l'électrode répondent aux stimuli. Dans quelques semaines, Scylla devrait commencer à percevoir des bruits. 2 opérations réussies, 2 patientes qui reçoivent en cadeau une nouvelle vie. Mais le combat contre la maladie ne s'arrête jamais. Et dès le lendemain, le docteur Rafteau rencontre de nouveaux patients. Un ancien résistant souffre des jambes, mais la vraie raison de sa visite est plus émouvante. Écoutez, j'étais bien moi à la Gestapo. Ouais, vous m'avez dit ça. Eh bien, des fois, je suis resté 3 heures sur mes genoux. Et quand ils sont venus me chercher, je ne savais pas rester debout. Hein. Et puis, ils m'ont conduit à ils m'ont pris et puis ils m'ont jeté dans ma cellule comme j'étais si je serais une loque. Mais ils ne savaient pas que vous étiez un des hommes les plus résistants de la planète. Hein. Donc vous dites que vous venez ici essentiellement pour un problème de perte de force à la marche chez un homme de 91 ans, qui a déjà été opéré d'un canal lombaire étroit. Est-ce que vous faites un peu de kiné ou pas? Ou vous continuez à marcher comme parce que... Je continue à marcher. Qui à 91 ans va... Je n'arrête pas. Mais même si j'ai mal, je n'arrête pas. Vous savez marcher combien de temps? Une demi-heure. À 91 ans, marcher une demi-heure. Et vous avez été en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et je pense de retourner encore. C'est ça qu'il y a. Vous voulez retourner, hein? C'est pour ça que vous venez me voir avant, peut-être. Mais... Hein? Un check-up comme ça. Hein? Voilà. Donc, allez, on fait ce check-up, comme on dit, pour voir si on peut lui donner le feu vert pour aller en Australie. Mais si vous me faites marcher, vous serez les meilleurs du monde. Hein? Oui. Allez. Allez, très heureux de vous avoir revu. Hein? Très heureux de vous avoir revu. Jessica est revenue dans sa chambre. Elle y a retrouvé Cédric et son père. Au départ, on avait dit qu'on ferait une à la fois, puis hier, au change de discours, on dit on fait les 3 d'une fois. On dit c'est quoi ce revirement de situation? Non, c'était pas hier, c'était avant-hier.
Et pour moi, la journée d'hier, elle n'existe pas. Comme je vois comment je suis aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de sensibilité dans la jambe gauche encore. Ça me fait un peu peur, mais c'est derrière moi. Je sais bien que pour moi, il y a 70% du chemin qui est déjà fait. Ici, elle est vraiment bien, quoi. Enfin, elle a une belle mine, on sent qu'elle est affaiblie, mais elle est quand même en forme, quoi. Je souffrais de solitude épouvantable en dessous, parce qu'on a envie de parler à quelqu'un, enfin, qu'on a envie de voir des gens qu'on connaît. Et puis, ils ont été super sympas, parce qu'ils ont dit dès que votre toilette est faite, il pourra descendre. Donc j'ai eu les nouvelles, savoir si mes parents étaient rassurés aussi, parce que hier soir, je me souvenais absolument pas. Alors aujourd'hui, lui au réveil, et puis papa qui est là, et puis maman au téléphone, mon petit bout. Donc quand ces 4 personnes-là, je les ai au bout du fil, je les vois, je suis déjà beaucoup mieux. Carmen a 50 ans. Elle est d'origine espagnole et travaille pour les communautés européennes à Bruxelles. Dans quelques jours, elle subira une lourde intervention crânienne. J'avais beaucoup gonflé, beaucoup. Et des rougeurs aussi sur le visage. Et des problèmes avec la règle. Et alors, on me disait, tu as gonflé. Et je me trouvais bizarre. Et tu crois que tu es la maladie imaginaire? Mon ex-mari, à l'époque, mon mari me disait que j'exagérais, que j'ai profité pour victimiser. J'ai perdu beaucoup de mémoire aussi. Alors j'avais besoin de tout classer. Et pour lui, c'était que j'étais exagérément méfiante de lui. Le couple de Carmen ne résiste pas à ses problèmes de santé. On lui diagnostique finalement un adénome hypophysaire, une tumeur qui provoque une importante prise de poids. Opérée une première fois en 2007, Carmen ira un peu mieux. Un répit qui malheureusement ne durera pas. Chez moi, c'était l'enfer. Vraiment l'enfer. Et les bébés ne comprenaient rien, évidemment. Elle me voyait laide. Elle pleurait quand elle me voyait. Elle me disait que j'étais méchante, comme une sorcière. Je n'aime pas, je me trouve laide. Oh. Non, c'est pas la forme de mon visage. Et j'aimais bien ça, mon mâchoire de personne déterminée. Et maintenant, je semble une personne un peu bête. Avec... Après les devoirs, Carmen explique à sa fille qu'elle va partir quelques jours à l'hôpital. Donc, lundi, je vais être hospitalisée. OK? D'abord, on va me faire une photo à la tête pour voir si on me trouve les morceaux qui doivent être enlevés. Mardi, on va m'opérer. OK? Tu as peur que maman s'en aille? Oui. À cause de la maladie? Oui. Elle va me manquer. Ah, mais je ne vais pas partir, hein? Alors, je viens dire un petit bonsoir ici. Comment ça va? C'était pour vous préciser que j'avais vu les examens de la résonance, puisque vous êtes la fille ange gardien de la maman. Oui. Et le résultat est bon. Oui, est très bon. Donc, et il ne faut pas toucher au vis pour le moment. Or, comme votre maman me dit que ses douleurs sont en train de diminuer, mieux vaut la laisser tranquille. La laisser se remettre tout doucement, faire attention au poids, parce que le poids, vous savez que c'est la cause de tous les soucis ici. Elle avait rétréci sa colonne vertébrale, et donc le rétrécissement appuyé sur les racines qui vont dans les jambes, et donc elle avait des douleurs et elle avait moins de force. Pour le moment, c'est très bien, c'est un miracle de Dieu. N'oubliez pas, on n'est pas Dieu, donc on ne sait pas faire la perfection. Le but, c'est d'améliorer le plus possible pour que vous soyez plus heureux. Mais c'est mieux que où ce qu'elle était. Là, c'est C'est comme ça que je expliquais. C'est ça l'important. Oh là 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 là. Elle est très contente, elle est très contente qu'on m'a mis marcher. Oh là là, c'est bien ça.
Olivier, le kiné, vient prendre soin de Jessica. 2 jours à peine après l'intervention, il va tenter de la faire marcher. Inspirez bien à fond, bloquez. Alors au moment où les jambes tombent, vous vous redressez doucement. Voilà. Et je vous aide doucement. Stop. 2 secondes, respirez. Mais baissez-les, j'ai mes pieds par terre parce que sinon j'ai Attendez. le vertige. Oui, oui, mais vous devez avancer un petit peu. Venez vers moi. Avancez un petit peu le postérieur. Voilà. Ok. Alors, je vais le mettre du côté gauche. Les épaules font mal. Oui. Alors, mettez-vous bien debout en prenant appui sur le rollator. Et vous vous mettez debout naturellement en poussant sur vos jambes doucement. Voilà, stop. La hauteur du rollator, c'est bon? Ok. Voilà, et vous marchez tranquillement, à votre aise. N'oubliez pas, attention à votre pied gauche que vous sentez moins bien. Votre genou Surtout avec gauche. la cheville. Avec Voilà. la cheville, c'est l'autre. Voilà. Gauche, droite, ok. Gauche, droite. Relax, respirez bien. Et elle marche aussi vite, franchement, j'aurais pas cru. Parce qu'elle marche quand même vraiment bien. Donc franchement, oui. Les parents de Scylla viennent de recevoir le coup de téléphone tant attendu. Leur petite fille est arrivée aux soins intensifs. Ils peuvent enfin la voir. C'est en soins intensifs. S'il y a quelqu'un qui va venir tout de suite vous voir, ça. Mais dès leur arrivée, Scylla arrache les fils qui la relient à la vie. Elle a enlevé. Je l'ai un petit peu agité, c'est normal. La fille aussi. Elle chauffe un petit peu. Ça, c'est normal, c'est la réaction. Vous pouvez laisser 5 minutes, je vais les remettre. On va juste lui donner un petit quelque chose pour qu'elle soit un petit peu plus calme. C'est effet direct ou... Oui, c'est rapide. Hein. Le docteur Gérard est celui qui a piloté l'intervention de Scylla. À 17h. Elle vient de sortir de l'intervention. C'est très très bien passé. Quand on avait fait les tests pour voir si c'était bien mis, on avait des super réponses. Donc a priori, tout doit aller pour le mieux. Hein. Alors elle va entendre, hein, partie comme ça, comme que les tests sont très bien passés. Effectivement, la première étape, elle est bonne. Hein. Elle est bonne? Ouais, c'est la plus stressante pour vous, mais elle est bonne. Cet après-midi, le docteur Rafto effectue sa tournée dans les chambres du service. Des patients sortent d'une intervention, d'autres sont entrés en urgence. Bonsoir. Robert vient d'arriver. Il souffre de douleurs inexpliquées au visage. Pour l'instant, la cause est inconnue, mais la souffrance est telle qu'il évoque le suicide. C'est toujours les fortes douleurs, là, alors. Ça continue, hein? Ma tête battait toutes les secondes. Ouais. Le tout, docteur, c'est que vous me soulagez de cette souffrance atroce. Ouais. D'ailleurs, je demande si vous n'y arrivez pas, c'est me liquider. Ça, cher ami, vous êtes tombé sur le mauvais docteur pour ça. Mais on fera tout pour qu'on ne parle plus comme ça, surtout. Et je pense que le gros des problèmes, je dirais qu'il y a 9 chances sur 10 que je l'enlève demain. C'est bien. Allez. Bonne soirée, à demain. Ok. Ça vous rend votre tête qui est balancée de gauche à droite, avec un feu qui va de là à là, fer blanc, hein, dans les dents. Et à chaque battement, vous entendez votre battement. Vous les comptez chaque fois votre tête qui part. C'est comme une personne qui est là devant vous. Vous êtes immobile, vous savez bien qu'il va vous donner un coup de poing dans la figure. Vous n'avez aucun moyen de défense. Et c'est pas 1, 2, 3, c'est à répétition. À un moment donné,
La seule chose qui soulage, c'est s'évanouir. Hein. On ne peut plus rien programmer, on se sent seul parce que bon, tout a changé. C'est difficile à décrire, mais ça dépasse l'entendement, ça dépasse le supportable. Le docteur Rafto rend visite à une patiente opérée il y a quelques jours. Vous êtes presque donc votre méningiome est parti. Oui. Donc maintenant, vous n'avez pas de déficit, vous allez bien. Je suis contente que ça s'est bien passé. Moi, j'imagine, bien sûr. On se reverra dans 3 mois, après une résonance de contrôle pour bien montrer que tout ce qui est visible est parti. Hein. Ça va. Okay. Vous avez pris la bonne décision parce qu'il était mal placé, il était en dessous du nerf optique, comme je vous ai dit. Et donc, plus ils sont gros, plus ils sont difficiles, plus c'est dangereux pour le nerf optique. Je pense que vous êtes tranquille pour un bon bout de temps. Hein. Ça peut revenir. Malheureusement, oui. Ah, oui. Le risque variable, ça dépend des séries, mais c'est de l'ordre de 10% à 20 ans. 1 sur 10 à 20 ans. Mais à ce moment-là, si on le prend très tôt, on peut le traiter par des rayons en ce moment. Ah oui. Mais vous allez avoir un peu de chance hein, maintenant. Bah oui, j'espère. Hein. Allez. Merci beaucoup, en tout cas à tout le monde. Merci. Saint-Sauveur, dans la région de Tournai. C'est ici que vit un patient du docteur Rafto. Un patient pas comme les autres. Depuis sa naissance, Dominique souffre d'une déformation du dos. Une maladie congénitale qui provoque une perte progressive de son autonomie physique. Chaque geste est devenu un combat. Pour tenter de vivre comme les autres, Dominique roule dans cette petite voiture sans permis. Depuis l'âge de 21 ans, je roule avec ça. Je m'en sors bien, je vais faire les petites courses avec maman. Ça m'a bien dépanné, franchement, avoir un peu d'autonomie. Quand on n'est pas bien à la maison, ça fait du bien, quoi. Petit, Dominique jouait comme les autres enfants. Vélo, football, natation. Malgré sa maladie, il fréquentait l'école et partageait les jeux de ses copains. Mais petit à petit, son corps s'est enrayé, paralysé. Dominique a perdu son équilibre. Certaines parties de son corps sont devenues insensibles. Commence alors une longue série d'interventions chirurgicales. On a fait des tractions, donc c'est-à-dire me mettre sur une table, le bassin lié, avec une mentonnière à la tête. Et puis je revenais à la maison avec un plâtre, donc du bas, du dos jusqu'en haut, quoi. Ça ronge par moments quand même. Je pense à ce que je savais faire avant et que maintenant j'essayais de le faire et je voyais que ça n'allait plus. Et faut prendre sur soi-même parce que c'est pas toujours facile à accepter. Je ne l'accepte pas d'ailleurs. Aujourd'hui, Dominique peut à peine se déplacer. Il espère que cette nouvelle opération, la 11e, pourra enfin le libérer. Mais sa constitution est faible et il est conscient des risques. Cette fois-ci, j'avoue que j'ai très peur. C'est une des premières opérations où je suis vraiment pas sûr de moi. Je sais que ça va être assez lourd. Mais je veux la risquer pour voir la suite en espérant, j'emploie toujours le mot espoir, voir un meilleur par la suite. Cet après-midi, Carmen entre à la clinique. Son opération est prévue pour demain. Bonjour Madame Salamanca. Bonjour. Je vais vous installer dans votre chambre. Quel numéro? 729. Vous avez reçu les documents en bas à l'accueil? Oui. Venez. Merci. Je prends juste votre dossier, de quoi faire votre anamnèse. J'arrive tout de suite. Merci. C'est une tumeur sur l'hypophyse qu'il va falloir extraire. L'assistant opératoire prépare Carmen. Ça sert en fait comme
point de repère pour la navigation quand ils opèrent. Si vous voulez, on resuperpose en fait les plans d'imagerie sur, on va dire, la vue réelle en fait. Bon, ça pourrait être pire encore, n'est-ce pas? Mais j'ai semblé un peu comme dans les films du futur, non, pour le dire. Hein? Carmen découvre dans ses affaires un petit mot glissé par sa fille. Chère maman, je sais que moi je suis un peu exagérée. Je crois que ça veut dire un peu exagéré. Avec toi, je t'adore beaucoup. Si tu veux m'appeler, ok, parce que je vais te dire quelque chose. Merci. Et tout de cœur, un soleil. En consultation, Dominique et le docteur Rafteau pèsent les risques de cette 11e intervention. Ce que tu trouves aller le plus moins bien? La marche, l'équilibre. La marche et l'équilibre. Et le bras. Et le bras. Marche, équilibre, bras. Les bras, ouais. Ok, Dominique. Tu restes très active, tu te bats, tu as... Appelle-moi un peu ton organe, ton club là où que tu coordonnes ou... Un petit club de tuning. Bon. Ouais. Ça on essaie de gérer au mieux. Au mieux, ouais. La dernière opération que tu as eue, il y avait eu un petit souci, je pense. Hein? J'ai attrapé un virus sur le poumon, je crois. Un problème pulmonaire. Ouais, il faut bien retenir ça. Mais regarde ces images, c'est une image exceptionnelle, c'est impressionnant cette image. Cette moelle est devenue une espèce de gros kyste. Alors il y a deux raisons potentielles. Soit que le liquide ne coule pas assez bien, soit que ta moelle est collée aux parois. Donc on est dans une situation plus difficile. Et c'est pour ça que je suis très prudent avant qu'on s'embarque sur cette 4e opération. Parce que le gros risque, c'est qu'on te fasse courir des risques pour un bénéfice qui n'est pas évident. Je voudrais que tu ne prennes pas ta décision maintenant. Tu sais, on discute par courrier électronique. Tu réfléchis avec ta maman, avec ton médecin traitant. Il y a longtemps que j'ai réfléchi à un professeur. Et pour moi, il faut bouger. Ouais. Ça, moi, si on sait le faire tout de suite, on peut le faire tout de suite. Hein. C'est vrai que je me sens prêt de toute façon. Ouais. Je risque de perdre des fonctions. Mais moi, tu sais, j'ai peur parce qu'un jour, on va arriver à avoir un problème. Alors toi, tu seras bien entendu, c'est une catastrophe pour toi. Catastrophe pour ta maman, mais pour nous aussi, hein, on vit mal. Hein. Ah oui, je comprends. Donc c'est pour ça que je te dis, réfléchis bien. Ça va? Ok. Allez, Dominique. Merci, professeur. Avec plaisir. Merci, madame. professeur, merci. Il est 7 h du matin. Carmen va être transférée en salle d'opération. Il est 7 h du matin. Carmen va être transférée en salle d'opération. Pour passer le temps plus vite, j'ai pris un journal pour lire. Et vraiment, la vie très fatiguée. Oui, je crois que je commence à m'endormir à nouveau. L'intervention va débuter et les problèmes commencent. Oh, pourquoi ça bouge là? Pas fixé? T'appelles ça fixé, toi? T'appelles ça fixé? Non, ça ne peut pas bouger comme ça, hein, quelque chose qui n'est pas normal. Allez. Je te demande la petite Kérison. Si tu suis l'opération, je suis face antérieure selle turcique, Kérison hypophysaire de selle turcique. Ceci, ce sont des Kérisons sphénoïdales. Elles ne sont pas sur table. Alors où elles sont ces Kérisons?
Tu m'avais dit que tu avais préparé l'opération. Où sont les Kérissan hypophysaires? L'ambiance est tendue, l'opération est délicate. Il s'agit de retirer une tumeur qui a fait de la vie de Carmen un enfer. Allez, moteur. Et les difficultés s'enchaînent. Fine baïonnette droite. Fine baïonnette droite. Et tu me donnes un cotonoïde. Maintenant, tu te réveilles, hein, parce que... Allez, tu me donnes le demi-cotonoïde? C'est très gros, ça. Oh là 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 là. Tu peux tenir ceci 2 secondes comme ça. Alors, on est prêt? Est-ce que les cotons demi-carrés sont prêts? Ils sont prêts. On peut opérer? On peut opérer. Tu vois, hein, on voit pas bien où ça se trouve. Hein. Alors la difficulté ici, vous voyez, c'est qu'on travaille dans un orifice qui fait 15 mm. Hein. Faut pas trembler, faut pas... Il faut gérer tout là-dedans. Allez, feu. Le problème, c'est que les sinus ici sont tellement développés qu'il y a du sang en quantité. La microtumeur est extraite. Il faut maintenant combler le vide à l'aide de graisse. Tu as le morceau de graisse? J'ai un morceau qui est prêt, je sais pas si ça va suffire. Non, il ne doit pas être très grand. Alors, un grand merci à tout le monde. Allez. Toujours faire mieux, hein, les amis. Merci, Edouard. Alors, on va de l'autre côté maintenant, on va voir où ils en sont. Dominique arrive à l'hôpital pour sa 11e intervention. Il est accueilli par les infirmières qui se souviennent de son dernier séjour. Ça va? Salut toi! La star ici, tu sais. Ça va Dominique? Ça va, ça va. Ah, c'est gai de le voir. C'est chouette, t'as dit. On te manquait tellement. Toujours le grand sourire. J'ai toujours été comme ça avec tout le monde. Et, voilà, j'aime bien que les gens sourient. J'aime bien le sourire moi-même, donc voilà quoi. Il faut prendre la vie du bon côté. Suite à l'intervention, à mon avis, je me sentirai quand même beaucoup mieux après. D'après moi. Et puis une bonne revalidation va m'aider. Dernière visite avant l'opération de Robert. Il souffre de douleurs fantômes au visage. Le neurochirurgien pense qu'une artère presse un nerf facial. Une pression qui peut provoquer un mal insoutenable. Le diagnostic va se révéler exact, mais la situation apparaît plus compliquée que prévu. Alors, c'est parti alors. Il y a beaucoup d'eau ici, hein? C'est quoi ça? On peut venir avec quelque chose pour essuyer, s'il vous plaît? Il y a une fuite là. Ben oui. Non, le bouchon est ouvert en grand. No comment. On reste cool. Je te remercie. Hein. Ok. Protéger, hein. C'est finalement une veine enroulée autour du nerf facial qui déclenchait la douleur. Comme ça. Elle faisait une boucle. Hein. L'enjeu est énorme pour lui parce que soit dans les jours qui suivent l'opération, ses douleurs sont diminuées de façon très importante, soit il continue à souffrir. Or, il a pris le risque de la chirurgie. Or, le risque de la chirurgie, ça peut être la surdité, ça peut être une paralysie faciale. Et quand on a mal, on prend des risques. Ok. Allez, bonne fermeture et merci. Croisons les doigts. Hein.
Ce matin, en consultation, des patients traités il y a quelque temps passent une visite de contrôle. Les parents du petit Xavier sont impatients d'entendre l'avis du spécialiste. Leur enfant souffre depuis sa naissance d'une malformation de l'hémisphère droit du cerveau. On est donc dans un cas d'épilepsie réfractaire au traitement médical prolongé et qui a donc été traité par chirurgie. Il y avait déjà eu 3 chirurgies. Et comment ça se passe depuis lors? Il ne fait plus de crise? Non, on n'a plus vu depuis l'opération. Ouf. Il ne faut pas oublier que cet enfant donc avait 100 crises par jour. Ça a été un long combat, mais je crois que, surtout qu'il n'en fasse plus depuis 3 mois, c'est finalement le meilleur résultat à ce jour. Hein. Oui. Ouais. Oui. On a déconnecté complètement un hémicerveau. Et là, c'est l'hémisphère droit. Bien entendu, il est fondamental qu'il ne fasse plus de crise, parce que chaque fois qu'il fait une crise, c'est les 2 hémisphères qui s'allument, et c'est les 2 hémisphères qui souffrent. Ben, ça me fait plaisir, parce que je sais que vous avez un parcours du combattant, et que vous êtes courageux. Ben oui, mais s'il n'a pas la famille autour qui gère ça aussi... Souci, dites-moi. Mais vous avez comblé il avait son os qui n'était pas refait tout à fait, et donc ça a un petit peu gonflé. Mais ces éducatrices chez Personnel se posaient la question de savoir si si ça ne grossissait pas, si c'était bien. Non, grossir, ça ne grossit pas. Est-ce que c'est normal qu'il y ait quand même une bosse comme ça, d'après vous? Je pense que c'est un peu fort protégé. On aurait pu faire une plastie un peu plus fine que ça. Maintenant, son crâne va grossir et ça va s'atténuer avec l'évolution du crâne de l'enfant. Ouais. Quand je me souviens comment il était juste avant l'opération, de nouveau. Oui. Allez, croisons les doigts et que ça reste comme ça ad vitam. Hein. Oui. Allez. Bien, merci beaucoup. Allez, avec plaisir. Hein. Et surtout, bon courage à tous les 3. Hein. Au revoir. Au revoir. Dominique s'installe dans sa chambre. Son opération est prévue demain matin. Elle devrait durer de nombreuses heures. À demain. Ouais. Salut. 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 À bientôt. Bon retour, bonne route et courage. Ça va aller. Courage, ça va aller. Allez. Salut à toi. Ouais. Salut. Allez. Je pense qu'ils vont l'avoir plus mal que moi. Je le sens, ils sont fort stressés. Robert, lui, a déjà retrouvé le chemin du travail. Toutes ses douleurs n'ont pas disparu, mais la vie a repris son cours. Pas de souci, hein. Attends, je te dirai. Merci, c'est gentil. On retrouve l'espoir d'un avenir plus positif et l'évolution du progrès qu'un jour, qui sait, j'aurai plus mal du tout. Enfin, pour le moment, j'ai encore mal, mais c'est supportable. Au niveau mental, au niveau physique, c'est agréable de reprendre le boulot. On se sent encore utile quelque part. À la maison aussi, les choses ont changé. Robert n'est plus hanté par ses idées noires. C'est une réussite. Bon, notre vie a changé, c'est sûr. Parce que, bon, on ne savait plus recevoir ni aller chez des amis, c'était vraiment plus possible. Maintenant, on commence tout doucement, oui, à avoir une vie normale. Pour moi, c'était fini. Pour moi, enfin... Oui, c'était une rupture totale. Hein. Oui. Moi, je souffrais tellement que... Non, ici, on revit. Moi j'ai cru qu'il allait mourir. Enfin, c'est derrière nous. C'est la fin de la journée. Le neurochirurgien rend une visite aux patients qui seront opérés le lendemain. Une dernière occasion d'expliquer à Dominique tous les risques de ce nouvel acte chirurgical. Bien entendu, pas simple du tout. Hein. Tu te rends bien compte que je ne courais pas après ça. Toi non plus d'ailleurs.
Donc ça va pas être facile, tu risques de te réveiller avec certaines difficultés parce que tu es devenu très fragile. Enfin, moi, l'épinière est une espèce de tuyau creux avec le pourtour qui est une espèce de voile. Il y a déjà la maladie en elle-même, puis les 2 premières opérations. Tout ça fait une cicatrice, donc ça va être un travail difficile. Je vais vous mettre votre bracelet. Juliana est arrivée ce matin. D'apparence, elle semble en bonne santé, mais son quotidien est devenu invivable. Juliana est atteinte de ce qu'on appelle des tremblements essentiels. Il lui est désormais presque impossible de poser un geste précis. Un petit fond, merci. C'est pas la fois comme ça. Il faudrait presque que je mette un imperméable. Elle a bien du mal, hein? Souvent, il m'aide, hein? Oui, je l'aide souvent, ouais. Pour certaines choses, je dois l'aider quand même. Ou alors, je dois couper sa viande. Il doit me sa donner viande, elle sait pas le carrément couper. à manger. Ça, c'est déjà arrivé que je devais lui donner, ouais, aussi. J'ai essayé. D'ailleurs, souvent, quand je vais quelque part et qu'on m'offre quelque chose, si c'est du liquide ou quoi, je dis non merci. Je voudrais bien pouvoir écrire, parce que ça, c'est vraiment épouvantable quand on ne sait même pas écrire un mot à ses enfants ou bien à ses petits-enfants pour leur anniversaire ou quoi. Parfois, quand je suis toute seule dans la maison, je pousse des cris. Je hurle une bonne fois quand je ne sais pas faire quelque chose. J'ai l'impression de me soulager un petit peu. Demain, Juliana sera opérée par le docteur Rafto. Quand je m'éveille la nuit, c'est la première chose à laquelle je pense, c'est à ça. Je me dis, est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas aller? Je me dis, ben voilà, il faudra bien que je prenne ce qui... Bon, si ça va, naturellement, je serai aux anges, mais si ça ne va pas, ben, il faudra quand même que je vive encore avec ça. Dominique, lui, rentre en salle d'opération. Je retire confiance en lui. Hein. Donc, en espérant qu'il sache faire quelque chose. Maintenant, plus qu'à voir comment l'opération va se dérouler. En espérant que ça aille un peu mieux après. Les assistants lui expliquent dans le détail la suite de l'intervention. Donc c'est le chiffre écrit en jaune. Ça, c'est votre saturation en oxygène. Le chiffre écrit en vert, c'est votre pulse, votre rythme cardiaque. Et en rouge en bas, c'est la tension. Voilà, tout va bien. Hein? Tout va bien. Voilà, vous allez tout doucement vous endormir. Oh. À tout à l'heure, on peut pas voir. Quand Christian Rafto entre dans le bloc, il examine une dernière fois cette tache noire qui l'intrigue. D'où provient cette poche? Alors ici, bien entendu, la difficulté, c'est une région déjà opérée 2 fois. Et les repères anatomiques classiques ne sont plus là, bien. Et donc on essaye d'en retrouver d'autres dans une cicatrice. Le docteur Rafto découvre que cette poche est en fait un résidu d'une ancienne opération. Il faut l'enlever car c'est sans doute la cause des douleurs de Dominique. C'était une des plus difficiles.
Pour ne prendre aucun risque, le docteur Rafteau va mener lui-même l'opération jusqu'à son terme. Quelques heures plus tard, c'est la visite post-opératoire de Carmen. Ici, comment ça va? Donc, vraiment, je viens de recevoir le rapport. Et je comprends que vous m'aviez dit que c'était très compliqué parce que c'était un changement total de plan. Donc vous savez que la nouvelle est excellente, hein? Ah, la nouvelle est excellente. Ah oui, parce que d'ailleurs, ça se voit un peu. J'ai l'impression que vous êtes déjà un peu dégonflé. Donc les taux de cortisone se sont écroulés. Je suis très heureux parce que ce n'était pas évident. Je vous ai dit que j'étais très prudent. J'ai vu que vraiment c'était compliqué. Et donc, on peut être tous heureux du résultat. Le soir est tombé et la sœur de Dominique vient le rejoindre aux soins intensifs. Tout semble s'être bien passé. Il est déjà réveillé. Salut. Ça va et toi? Tu as mal à l'œil? Oui, là où ça tire habituellement. Et tu l'as signalé? Et ils vont faire quelque chose? Tu veux que je demande encore une fois? Oui, d'habitude, ça lance, après ça passe. Et ici, ça lance tout le temps? Ça lance, mais ça revient. Et tu sais ouvrir ton œil? Les deux, il n'y a pas de problème. Espérons que ça passe. Bah, le fait d'avoir déjà eu tellement d'opérations. Nous, on espère que ce soit pour un mieux, mais c'est pas toujours le cas. Et ça, c'est dur. Je n'ai qu'un frère, donc forcément, on a toujours été très proches. Le lendemain de l'opération, Dominique a rejoint sa chambre. Le surlendemain, il a pu s'asseoir sur son lit. Tout paraissait normal. Mais au cours de la nuit, on ne sait pour quelle raison, son cœur s'est arrêté de battre. J'entends encore mon collaborateur, Dr Faumécon, qui m'a dit « Monsieur Raftopoulos, Dominique est mort ». Quelques instants, on n'y croit pas. Je dis « Pardon, Dominique est mort ». Cette nouvelle, comme une brûlure, quelque chose de sourd, m'a accompagné et m'accompagne encore maintenant quand on en parle, parce que je vois encore le regard je dirais, de cet enfant. De cet homme, parce que c'était véritablement un homme très courageux, qui me regarde, qui nous fait confiance et qui dit je vois cette conversation la veille de l'opération. Comme quoi on est toujours repris par le destin quelque part. Difficile. Certains sont nés sous une mauvaise étoile. Toute sa vie, Dominique s'est battu pour vivre debout. Aujourd'hui, il est parti. Mais son sourire ne s'effacera pas. Dans quelques heures, Juliana sera opérée, tout éveillée par le docteur Rafteau. La pose d'une électrode sur son cerveau sera-t-elle la solution à ses tremblements? Il faudra bien que je prenne ce qui... Bon, si ça va, naturellement, je serai aux anges, mais si ça ne va pas, ben, il faudra quand même que je vive encore avec ça. Le petit Tristan, lui, est atteint d'une maladie rare qui se manifeste par une série de tumeurs. Des tumeurs qui l'empêchent de se développer normalement et lui déclenchent des centaines de crises d'épilepsie. Il devra subir dans quelques jours plusieurs interventions. Après son opération du dos, Louis craint de ne plus pouvoir marcher. Maintenant, bon, j'ai l'impression d'être revenu. Allez, arrête. Oui, arrête. Les portes d'un hôpital ne se ferment jamais. Derrière ces murs, des hommes et des femmes luttent sans cesse contre le destin. Comme chaque jour, le docteur Rafteau tentera de repousser les limites de la science, millimètre par millimètre,
ses mains tenteront de préserver cette petite flamme qui s'appelle la vie. Et voilà, c'est la fin de la première partie de ce document inédit, mais vous retrouverez le docteur Rafteau dans une semaine avec ses patients. Rendez-vous mardi prochain. Très bonne nuit à tous.